15 à 30 ans, ils vont avoir plein d'autres choses en tête, ils vont perdre le temps et l'envie de se consacrer à des activités culturelles souvent, du moins c'est très marqué sociologiquement. Souvent, à la fin de la vingtaine, au début de la trentaine, il y a un retour vers les livres, il y a un retour vers une autre forme de culture. Mais le pass culture, je pense, permettra de faire cette transition-là au moins. Bonjour à tous et merci d'être venus pour participer à cette table ronde autour de la librairie. Alors, à la lecture du dernier livre de l'historien Jean-Yves Mollier, qui est parmi nous aujourd'hui, à ma droite, là, j'ai appris qu'il y a 90 ans se tenaient les premières journées du livre en France. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir à Mot pour Mot, ce nouveau festival littéraire qui est organisé par le groupe Le Monde, donc avec le journal Le Monde et les magazines l'Obs et Télérama. Et Mot pour Mot serait donc un lointain descendant de ces premières, pourrait s'apparenter à un lointain descendant de ces journées littéraires qui ont été créées il y a 90 ans. Du livre, il en sera évidemment largement question pendant ces 2 jours du festival. Mais à cette table ronde, nous allons parler de ceux qui les aiment, de ceux qui les promeuvent et de ceux dont c'est le travail de vendre des livres. Ils étaient environ 4000 en 1981, 4000 librairies indépendantes en 1981, quand la loi sur le prix unique du livre, dont on fête le 40e anniversaire cette année, a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ils sont encore près de 3400 libraires indépendants aujourd'hui, ce qui est beaucoup parce que c'est quasiment unique au monde et il n'y a que l'Allemagne qui partage une telle densité de librairies sur son territoire. Et pourtant, les libraires, ils en ont vu au cours des décennies qui sont passées. Leur écosystème a été bousculé, ils ont dû beaucoup se transformer. La concurrence a été toujours plus vive. Mais à ce jour, ni la concentration, ni le livre numérique, ni les plateformes, ni même la pandémie n'ont tué ces lieux de culture essentiels. Alors, évidemment, la loi sur le prix unique du livre, dont on touchera un mot tout à l'heure, a sa part dans l'existence encore de ce maillage de librairies indépendantes. Mais sans libraire, évidemment, il n'y a pas de librairie. Donc, pour en témoigner aujourd'hui, on a un historien et 3 libraires avec qui on va discuter. Alors je vais vous les présenter, en commençant par Jean-Yves Mollier, donc, qui est à droite. Jean-Yves Mollier est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Saclay. Franchement, rien de ce qui concerne l'histoire de l'édition, du livre ou de la lecture ne lui est étranger. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le dernier, Histoire des librairies et de la librairie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, est paru en mars chez Actes Sud. Des libraires, pardon. Des libraires et de la librairie. En septembre, vous serez co-auteur, toujours chez Actes Sud, d'un livre consacré à l'histoire illustrée de la littérature et de l'imprimé à nos jours, dont vous vous occuperez de la partie du 19e au 21e siècle. Et vous publierez enfin, toujours en septembre, mais ça je le dis pour l'anecdote, une bibliographie de Cornelius Hertz, qui n'a rien à voir avec la librairie, puisque c'était un des protagonistes essentiels de l'histoire du canal de Panama. Comme quoi, on peut être un fondu de librairie et avoir d'autres tropismes par ailleurs. Jean-David Héninger, vous êtes libraire à Haguenau, en Alsace. Vous avez ouvert votre librairie en novembre 2017, après avoir été vendeur à la FNAC et dans d'autres librairies indépendantes. À un moment donné, vous avez eu envie d'aller plus loin, de pousser la logique jusqu'au bout et de devenir libraire vous-même. Vous avez appelé votre librairie La Marge, un nom dont vous avez rêvé une nuit et vous vous êtes dit au réveil, c'est ça. Bon, alors, vous m'avez dit, ça fait un peu cliché, mais pourtant c'est la réalité. Et La Marge, finalement, c'est un titre bien choisi, puisqu'il peut être interprété avec des sens très très différents. La Marge, c'est le titre d'un de vos romans favoris, de André-Pierre de Mondiargues, qui a eu le prix Goncourt en 1967. Mais La Marge, c'est aussi, quand on est libraire, la possibilité de vendre des livres
ou de faire connaître des livres qui ne sont pas des livres mainstream ou les livres les plus grand public. Et puis la marge, c'est ce qu'on dégage sur un compte et qui permet de rester indépendant et de continuer à être ouvert. Donc finalement, c'était un titre pas si mal trouvé que ça dans votre rêve. Pour finir, Anne-Laure Vial, à ma droite, et Delphine Bouettard. Alors vous, après avoir mûri pendant 7 ans de réflexion, votre projet, vous avez ouvert en octobre 2018 une librairie qui s'appelle Ici. C'est pas n'importe quelle librairie, puisque c'est la plus grande librairie indépendante de Paris, dans le quartier des Grands Boulevards. Pour mémoire, octobre 2018, c'est 2 mois avant l'irruption des Gilets jaunes sur la scène sociale française. C'est 15 mois avant les grandes grèves du métro et du train au moment de décembre 2019, janvier 2020. Et c'est 17 mois avant le premier confinement. Cela dit, vous m'avez dit que si c'était à refaire, vous referiez. Donc voilà. Alors avant de vous lancer dans cette aventure, et c'est intéressant de le savoir, vous travaillez toutes les deux pour des géants de l'industrie culturelle. Delphine, vous étiez responsable de la librairie Virgin Megastore des Champs-Élysées. Et Anne-Laure, vous étiez directrice de l'activité livre d'Amazon pendant 7 ans. Voilà. Donc, vous saviez où vous mettiez les pieds, en gros. Alors pour commencer, on va commencer avec l'historien. À la lecture de votre dernier livre, on se rend compte que la profession de libraire a revêtu des habits vraiment les plus divers au cours des siècles. Ils ont été bibliothécaires, archivistes, copistes, calligraphes, parcheminiers, enlumineurs, etc., etc. Des tas de métiers. Et en fait, les libraires ont exercé absolument tous les métiers qui avaient trait en fait, à l'objet livre. On s'aperçoit aussi, quand on lit votre livre, qu'il y a eu des vraies périodes d'accélération de l'histoire dans ce métier de libraire. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on est justement dans une de ces périodes d'accélération de l'histoire de la librairie et donc du métier de libraire? Alors, 2 réponses à votre question. La première, en effet, il n'est sans doute pas d'autre métier que celui de libraire qui ait revêtu les tuniques les plus diverses dans les 4 derniers millénaires, pour autant qu'on puisse retrouver des traces à Sumer, en Chine, un peu partout dans le monde. Mais pour fixer encore les idées, au fond, il y a 2500 ans à Athènes, on trouvait des librairies qui ressemblent aux vôtres, c'est-à-dire des boutiques dans lesquelles des écrivains, des auteurs, comme Mohamed Aïssaoui, viennent pour discuter de leur œuvre et puis de l'œuvre des autres auteurs. Donc, la librairie est à la fois un commerce qui existe depuis très longtemps, qui a beaucoup changé à travers l'histoire. Le métier de libraire a donc dû s'adapter en permanence. Alors aujourd'hui, en effet, on peut dire, un peu d'un point de vue paradoxal, comme Jean-Paul Sartre pouvait dire à la Libération, « Je n'ai jamais été aussi libre que sous l'occupation ». Seule période où la question de la liberté se posait à qui voulait faire un choix, le choix du résistant en l'occurrence. Oui, on peut dire que la période, d'une certaine manière, a été propice à la remise en question de la librairie et à son redémarrage. Je m'explique. Lorsque le gouvernement a décidé de fermer la plupart des commerces en France en mars 2020, on a assisté à un débat chez les libraires, un débat d'abord en sourdine qui ne concernait guère que les professionnels, le syndicat disant brutalement on ferme tous les commerces pour des raisons de sécurité, d'hygiène, mais quelques dizaines puis quelques centaines de libraires disant non, je suis au service de la clientèle, je fais du click and collect, je réponds à la demande sous 1001 manières. Et du coup, la réflexion, au début un peu bourrue, un peu aigre, un peu difficile, a abouti, je pense, à une véritable prise de conscience que le métier de libraire ne ressemble pas tout à fait aux autres métiers du commerce et que la librairie est effectivement un commerce essentiel. Du coup, 1 an plus tard, il n'est pas très étonnant que le gouvernement ait décidé de classer les librairies dans les commerces essentiels. Pour ma part, j'avais réagi violemment dans Livre Hebdo, le magazine professionnel, en avril 2020, en disant qu'il était absolument scandaleux qu'on ouvre les jardineries et les quincailleries et qu'on ferme les librairies. Et je m'étais permis de rappeler que le pain de l'esprit est au moins aussi important que le pain du boulanger. Alors vous allez me dire, c'est grandiloquent, c'est du pathos, c'est facile. Non. Non, parce que c'est dans les périodes de trouble des consciences
qu'on se rend compte que la lecture est indispensable. Et pour lire, il faut soit avoir une grande bibliothèque, c'est le cas d'une minorité, soit disposer d'une bibliothèque publique à côté, mais elles étaient fermées, soit disposer de librairies, elles étaient fermées. Donc du coup, les libraires se sont aperçus qu'après la fermeture, au bout des 2 mois de fermeture, ils voyaient à la fois revenir d'anciens clients, vous nous le direz, et ils venaient, c'est bien plus important, venir des gens qu'ils n'avaient jamais vus, c'est-à-dire probablement des Françaises et des Français qui avaient compris tout d'un coup l'importance de la lecture. Quel que soit le livre, au fond, que ce soit le livre de réflexion. On a vu que La peste d'Albert Camus ne s'est jamais aussi bien vendue que dans la période de la pandémie, mais que ce soit aussi bien des livres de loisirs, des polars, voire des livres de jardinage ou de bricolage. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, disait le poète, qu'importe le livre du moment que l'on ait envie de lire. Donc oui, d'une certaine manière, ce redémarrage, et je terminerai cette introduction pour ne pas être trop long, par un chiffre qui est quand même presque miraculeux. À la fin de l'exercice budgétaire 2019, les libraires, alors tous libraires confondus, nous ont dit qu'ils avaient presque retrouvé, 2020 pardon, qu'ils avaient presque retrouvé à 2% près le chiffre d'affaires de 2019. Alors bien sûr, avec des variantes, il y a des libraires qui ont gagné plus d'argent, ou en tout cas qui ont fait plus de chiffre d'affaires en 2020 qu'en 2019, d'autres en ont fait moins, mais globalement, avec 2 mois de fermeture, c'est-à-dire 1/6 théoriquement du chiffre d'affaires qui avait été amputé, et en plus 2 bons mois, mars et avril, eh bien, la librairie n'a pas souffert. Alors, la question qu'on se posera avec les libraires, est-ce qu'une hirondelle fait le printemps? Est-ce qu'un arbre constitue une forêt? Est-ce que ce retour d'anciens lecteurs et cette arrivée de nouveaux lecteurs est un signe annonciateur d'une prise de conscience durable? C'est ce que j'espère, mais bien sûr, l'historien, par définition, travaille sur le passé, pas sur l'avenir, donc je serai prudent, mais j'ai l'impression, à discuter avec les libraires à Paris, en province, avant à l'étranger quand je pouvais voyager, qu'il y a effectivement, et puis je corresponds par Internet avec des libraires brésiliens, avec des libraires du Cameroun, etc., on a l'impression qu'il y a effectivement au moins un frémissement, et ça c'est le plus important. Mais pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'au fond, et beaucoup de pays nous l'envient, que le gouvernement, qu'on ait voté pour lui ou qu'on ait voté contre, celui qui nous représente par rapport aux autres nations, a décrété que la librairie était un commerce essentiel. C'est magnifique. Vous ne l'auriez pas rêvé il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Moi-même, je serais passé pour un fou en disant un jour, le gouvernement décidera que vous êtes un commerce essentiel. Il l'a fait. Alors, bravo, et j'insiste, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, dans bien des pays, on nous envie. Parce qu'aucun gouvernement ne pourra revenir en arrière par rapport à cela. Merci de votre réponse absolument circonstanciée et de vous projeter dans l'avenir comme ça. Donc je vais rebondir absolument sur tout ce que vous venez de dire, peut-être en demandant à nos libraires d'abord ce qu'ils ont ressenti le jour où le gouvernement, c'était le 26 février dernier, a décrété que le livre devenait un commerce essentiel, que les librairies étaient un commerce essentiel. Et puis vous avez parlé effectivement des très bons résultats de la librairie. Alors c'est vrai qu'on a vu revenir après les 2 confinements de façon massive les lecteurs vers la librairie. Et apparemment ça continue puisque j'ai passé un petit coup de fil au syndicat national de l'édition qui m'a dit que pour l'instant, depuis le 1er janvier de cette année, l'augmentation du chiffre d'affaires dans les librairies indépendantes était de l'ordre de 23%. Alors j'imagine que c'est très contrasté suivant les librairies, mais en tout cas, pour lui, il faut savoir que dans le monde de la librairie, on est généralement sur des étiages qui sont à -2, -3, +2, +3 et tout. En tout cas, c'est un chiffre extrêmement important. Alors évidemment, vous, libraires, vous avez bénéficié de la quasi-absence d'autres offres culturelles depuis en gros 1 an, qui a fait apparaître le livre comme une valeur refuge. Mais on a aussi beaucoup dit, et d'ailleurs d'une certaine manière, c'est ce que vous disiez aussi, qu'on avait assisté presque à une prise de conscience de l'importance des librairies de quartier, et qu'il y avait une volonté presque militante, finalement, et bien dans l'esprit de l'époque, de soutenir les libraires. Et plutôt que d'aller acheter les livres dans les grands magasins de centre-ville ou de périphérie, ou de les commander sur Amazon, de revenir vers la librairie de quartier, la librairie indépendante. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est effectivement ce que vous avez ressenti de la part de vos lecteurs? Chacun va répondre, hein, de toute façon.
Alors, je commence. Bon, déjà, sur les évolutions, les chiffres vont un peu confirmer ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un retour vers le commerce local, vers l'indépendance, l'entreprise qui n'est pas une grande compagnie, ni française, ni internationale, ni européenne, vers l'indépendance. Et je crois qu'il y a eu un retour vers la lecture, vers la culture, enfin vers tout ce qu'on a dit, que pour tenir dans cette pandémie, la lecture a apporté des choses immenses à chacun. Un retour des gens vers la lecture, mais aussi un retour vers les commerces locaux indépendants, et aussi un parti pris très fort des gens de se dire j'agis localement, c'est ma façon à moi, dans ce contexte mondial complètement déréglé, d'avoir un petit geste efficace. Et ça, on l'a entendu, hein, vraiment, quand on a réouvert, c'est merci de nous donner une alternative. J'ai envie de vous soutenir, comment vous allez, enfin vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup de volonté de contribuer. Et donc pour nous, c'était formidable parce qu'évidemment, le premier confinement, enfin, on est tous les trois des entreprises très jeunes parce qu'on cumule le côté libraire et le côté jeune entreprise. Donc c'est vrai que les entreprises jeunes, elles sont fragiles les premières années forcément. Et du coup, on a été quand même très stupéfaits en mars-avril de fermer. Comme je dirais comme tout le monde, mais du coup, on a été très soulagés de voir ce retour en mai de notre clientèle. Après, sincèrement, rien n'est gagné, mais il y a comme effectivement, on sent quand même quelque chose de très fort sur la librairie indépendante, comme une force invisible qui est en train d'émerger, et ça, c'est absolument formidable. Oui, Jean-David Héninger, oui. Alors, vous avez le point de vue justement d'une petite librairie. Une petite librairie indépendante, pour le coup, l'indépendance. Moi, je l'avais ouverte justement pour pouvoir être indépendant, pour pouvoir défendre des éditeurs indépendants également. Et le fait de faire quelque chose de petit me plaisait aussi, de petit dans un premier temps, à une taille raisonnable, à une taille humaine, me semblait important aussi. Et du coup, pour tourner dans la chronologie, quand la fermeture a été décrétée, c'était effectivement un choc. C'était surtout, effectivement, comment est-ce qu'on va encaisser ça. Et après, ce qui est intéressant dans le métier de librairie, déjà dans des périodes normales, c'est qu'on est toujours à la fois un peu actif et réactif. On est toujours à proposer des choses, des rencontres avec des auteurs, des livres évidemment, des manières de ranger, des manières de travailler, qui fonctionnent ou pas. Et après, on a un public qui réagit en fonction, et qui va avoir une manière de recevoir ce qu'on a fait qui ne va pas toujours être celle qu'on a décidée. Et c'est ça qui était intéressant, je trouve, dans les premiers mois surtout, c'est que j'ai eu effectivement des lecteurs, des clients qui venaient proposer des choses. J'ai eu des personnes qui me proposaient de venir travailler ou de ranger ou de choses comme ça, des personnes qui me proposaient de faire du travail bénévole, parce que évidemment je leur avais pas du tout demandé ça, mais c'était hyper agréable et évidemment hyper intéressant de voir qu'on est apprécié, qu'on peut se sentir utile. Nous-mêmes, on s'est posé plein de questions sur la manière de travailler, donc je me suis retrouvé à faire des choses étranges. J'ai livré en vélo à peu près toute ma ville. Quand on pouvait, je me suis retrouvé des fois à vendre des livres sur du parking, parce que j'avais rendez-vous avec quelqu'un sur un parking de supermarché pour leur donner ça comme ça, et qu'en fait c'était le seul moyen de se voir, et c'était le plus simple, et puis on était à 15 mètres l'un de l'autre, donc ça allait. Donc des choses qui sont improvisées en partie, des choses qui sont en réaction à des demandes. Et depuis la réouverture, ça continue comme ça. C'est-à-dire qu'en novembre, il y a eu effectivement, particulièrement pour moi, pour le mois de novembre, beaucoup de nouveaux clients qui anticipaient les cadeaux de Noël, qui en avaient marre de ne pas sortir, voulaient sortir, pouvaient pas aller en librairie à ce moment-là parce que les librairies étaient fermées également, mais venaient avec joie sur le pas de la porte. On avait l'impression que juste voir la vitrine et le pas de la porte, dans mon cas, c'était déjà une respiration. Donc de faire du click and collect, c'était déjà un bonheur incroyable. Et aussi une façon militante effectivement de soutenir, de le souligner aussi. Nous, en tant que libraire, en fait, on accueille ça, on accueille ce genre de phénomène sans toujours tout maîtriser. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est aussi une des limites éventuelles des derniers mois. Il y a des nouveaux clients, il y a des personnes qui reviennent. Je suppose que tous ne resteront pas, mais je pense aussi que beaucoup auront goûté à ça, auront réagi, auront testé.
et eux-mêmes vont changer à moyen et à long terme leurs habitudes. Et pour l'instant, l'année a très bien démarré. Mais l'année était effectivement très bonne pour le moment. J'ai fait un meilleur mois de mai que le mois de mai dernier, c'était pas compliqué. Et peut-être 2019. Peut-être. Voilà, et même que 2019. Et ça, on y reviendra après en parlant du pass culture. Il y a aussi d'autres phénomènes qui permettent que d'autres publics soient venus à ce moment-là. Donc on a une espèce de conjonction des forces qui est intéressante à vivre. Mais même là, on ne maîtrise pas tout. C'est ça qui est intéressant. On est dépendant de phénomènes médiatiques. Le fait qu'en novembre, il y ait eu une population qui soit venue, c'est aussi parce qu'il y a eu effectivement des médias qui ont parlé des librairies. Il y a eu des librairies qui ont parlé entre eux, qui se sont frités un petit peu, mais où ça faisait partie du lot, quoi. Ça faisait partie du jeu de confronter des idées et de se retrouver à prendre des décisions. Et la question de l'indépendance, dans ce cas-là, revient et est hyper intéressante. Moi, il y a des libraires avec qui je suis parfaitement en accord, esthétique, littéraire, compris d'autres décisions qui n'ont pas fait ce que moi j'ai fait, et inversement, parce qu'on est toujours dans cet équilibre entre le commerce et les livres et la littérature, ce qui fait que je pense qu'on a aussi pu voir les spécificités de chaque librairie et de son indépendance, parce qu'on était libre de changer et d'alterner un peu comme ça. Delphine Bouettard, Oui, je voulais juste rajouter, effectivement, durant cette période, on n'a jamais autant parlé des librairies. Voilà, alors effectivement, c'était, est-ce que tous les sujets étaient abordés. C'était aussi bien le sujet du lecteur. Voilà, la lecture, c'est ce qui me permet de traverser cette période un peu chahutée. C'était les libraires entre eux, il faut ouvrir, il ne faut pas ouvrir. Et on a la librairie s'est vraiment retrouvée au centre des préoccupations, au centre des débats. Et c'est vrai que ça a été important pour nous et ça a fait revenir peut-être certaines personnes dans nos librairies. Et je voulais réagir aussi sur ce que disait Anne-Laure et sur le côté achat militant. Dans nos librairies indépendantes, on en a vraiment pris conscience durant cette période. Et on a aussi, j'allais pas dire découvrir, mais peut-être encore plus pris conscience qu'on était au centre d'une communauté. Une communauté de lecteurs très attachés à nos librairies. Et cette période nous a aussi permis, alors un peu paradoxalement, étant donné qu'on était loin d'eux, à renforcer les liens avec ces lecteurs. Est-ce que vous n'avez pas... Est-ce qu'on ne craint pas d'idéaliser un tout petit peu cette période-là? Est-ce qu'on ne va pas se rendre compte finalement que peut-être dans quelques mois, on va retomber sur des évolutions qu'on connaît depuis des années, où en fait les gros lecteurs ont lu encore un peu plus, et les gens qui ne lisaient pas ou qui lisaient peu n'ont pas beaucoup plus lu, qui sont quand même les tendances de fond qu'on constate depuis en gros une décennie. Donc est-ce que vous avez cette impression-là, ou au contraire vous pensez vraiment qu'il y a des nouvelles personnes qui sont venues à la lecture, indépendamment du fait qu'elles soient revenues chez vous ou venues chez vous pour la première fois? Il y a deux points pour revenir un peu là-dessus. L'infrastructure du livre en général, c'était aussi, dans un certain nombre de cas, les bibliothèques, les médiathèques. Les gens sont aussi revenus en partie en médiathèque, et les gens ont lu en empruntant des livres aussi. Donc le besoin de lecture, il ne se vivait pas uniquement en librairie. Et c'est aussi un public jeune. En novembre, du click and collect, c'était aussi pour un phénomène de Noël qui est un phénomène classique, mais c'était un public jeune. Il y a des gamins qui avaient envie de venir et des parents qui réagissaient en disant simplement « je suis désespéré, la bibliothèque on l'a fini, mon enfant a besoin d'histoire, mon enfant a besoin de se faire raconter des choses, ils ont fini Netflix ». Quoi. Moi, cette anecdote-là, je l'ai entendue plein de fois, avec un besoin de papier, avec un besoin d'objets, avec un besoin de déambuler parmi des images et parmi des formes qu'ils n'avaient pas l'occasion de voir dans d'autres structures. Donc ça c'est un phénomène de long terme qui n'a pas de raison de s'arrêter. La seule chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que ça se perde. Après, c'est à
toutes ces infrastructures-là de continuer. Je suppose, et pour en discuter avec des médiathécaires, ils se posent aussi la question, ils ont eu des débats différents, mais ils ont eu aussi des débats sur la manière d'accueillir du public. Les éditeurs ont parlé entre eux de surproduction, d'indépendance aussi, et plein d'éditeurs sont en train de changer, alors pour l'instant sur des petits détails, leur façon d'éditer. Il tient à peu près qu'à nous de faire en sorte que ça se maintienne et de faire en sorte que ces nouveaux lecteurs, en fait, on les garde. Ça me paraît un bel enjeu. Et je pense que c'est faisable, parce que vraiment cette fin-là, elle a été au-delà du simple geste militant, quoi. Le geste militant, c'est la personne qui vient la première fois. Mais pour avoir fait un livre, elle viendra une deuxième, une troisième et plein d'autres fois. Bah écoutez, franchement, espérons-le. Est-ce que la période assez particulière qu'on vient de vivre a modifié un tant soit peu, est-ce que vous l'avez constaté, le genre de livre ou de littérature que les lecteurs achètent? Autrement dit, est-ce qu'il y a des genres qui ont été plus achetés qu'ils ne l'étaient avant et d'autres qui ont vraiment pâti de la période actuelle? Alors après, je ne sais pas nous ce qu'on a pu constater, si on peut le généraliser. Oui, mais c'est votre expérience à vous. Mais en tout cas, ce qu'on a vécu de manière assez flagrante, c'est un retour vers les classiques de la littérature. Voilà, on a énormément. Alors, ce qu'on s'est demandé, c'est peut-être que effectivement, durant cette période, certains lecteurs avaient plus de temps, et donc se sont dit, voilà, je m'attaque à des monuments de la littérature, et ont sauté le pas. On a vendu beaucoup plus la recherche Proust, Dostoïevski, de manière assez Camus flagrante. dont parlait. Et ça, pour moi, c'est, je pense, j'allais dire le phénomène le plus marquant dans les changements de lecture. Voilà. On est allé vers des valeurs sûres, en fait. Oui, alors des valeurs sûres, et puis aussi peut-être des textes que jusqu'à présent on n'avait pas eu. J'allais dire je sais pas si c'est pas une question de courage, parce qu'on parle pas c'est pas du courage de lire un texte, mais on n'avait pas sauté le pas. On s'était dit c'est trop ambitieux, ou voilà. Et là, ça a été vraiment un retour vers les classiques. Je voulais opiner du chef sur valeurs sûres. Pour moi, c'était beaucoup une question de rythme, en fait. Les gens ont eu du temps, et du coup, ont pu se dire je peux prendre un rythme qui sera différent de mon rythme de lecture habituel. Donc, je peux effectivement sauter le pas pour des classiques, mais je peux aussi, pour des ados, au lieu de lire un manga par semaine, il y en avait où c'était un manga par jour, quoi. Donc, c'est vraiment un rythme de lecture, une quantité globale de lecture qui a assez nettement augmenté. Et au niveau des genres, du coup, ça peut être effectivement des BD qui seront des romans graphiques denses, sans problème, qui font plus peur. Ce sera des classiques ou des auteurs contemporains pour lesquels on peut montrer des bonnes bibles sans que ça fasse trop peur. Ça, par contre, je ne saurais pas dire combien de temps ça va durer, dans la mesure où le temps, on a tous des journées de 24 heures. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je pense que tout un lectorat aura pris conscience du fait qu'il est capable de lire ça, en fait. Et si vous me permettez, je pense que ce que la période aura aussi montré, c'est que l'école n'est plus la seule à être prescriptive en matière de lecture. Car jusqu'à maintenant, c'était un peu le paradoxe. L'école encourageait à la lecture, mais puisque c'était l'école, on avait tendance, au-delà de 20 ans, à rejeter un petit peu ce message qui était au fond un message trop didactique. Là, on a vu les gens venir de leur propre mouvement. Certes, il y avait l'ambiance, il y avait l'environnement, il y avait les médias, il y avait tout le contexte, mais c'était cela. Moi, je suis optimiste parce que je regarde d'abord les chiffres de fond. Et les chiffres de fond, ils montrent que la France est un pays où on lit, contrairement à ce qu'on voit assez souvent évoqué dans les médias. 2 chiffres. En 1950, la totalité des Françaises et des Français avaient emprunté
8 millions de livres dans le réseau des bibliothèques municipales. 8 millions en 1950. On a dépassé le chiffre de 200 millions à la veille de l'an 2000. Vous voyez un peu la différence, alors que l'augmentation de la population n'est pas considérable. Et dans le même temps, le nombre de livres vendus n'a pas reculé, mais il a augmenté. Globalement, on a 220 millions de livres empruntés dans le réseau des bibliothèques municipales, il faudrait ajouter quelques autres réseaux. On a 350 à 400 millions de livres qui sont vendus, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à 9 ou 10 livres empruntés ou lus par Français. Mais quand on fait une moyenne par Français, ça veut dire que le bébé qui vient de naître et qui ne lit pas par définition, il est compté. Et le vieillard qui est en train de mourir, il est compté aussi. Ça veut dire que si on ramène à la proportion de gens, d'hommes et de femmes en âge et en capacité de lire, on est bien au-delà de 10, on est au-delà de 12. Alors je sais bien que certains puristes, y compris dans les universités, vont dire « oui, mais enfin, on ne lit plus Balzac, on lit cela, qu'importe. Qu'importe si on lit des mangas. » Et je n'ai pas compté dans mes chiffres les webtoons. Qu'est-ce que c'est que les webtoons? C'est ce que les Japonais ont baptisé d'un terme, ils ont inventé un terme pour désigner une littérature qui est écrite sur smartphone, qui est diffusée sur smartphone et qui est lue uniquement sur smartphone. Les Keitai Shusetsu. Pardonnez mon accent, je ne pratique pas le japonais. Un genre littéraire nouveau. Ça veut dire que si on juge en sociologue ou en ethnologue, en faisant fi de tout jugement de valeur, il y a là peut-être un gisement pour des lecteurs de demain, parce que à partir du moment où ils utilisent un support moderne, qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, le smartphone, c'est un support de lecture. Par conséquent, au moment de leur acte de lecture, c'est bien un livre qu'ils tiennent entre les mains. Qu'on ne me dise pas, c'est un téléphone. Non, 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 non. Non. Une bonne partie de la jeunesse, d'ailleurs, téléphone de moins en moins et utilise cet appareil pour des tas de fonctions annexes. Au moment où ils lisent un webtoon, c'est un livre. C'est un livre sur un écran plat. Exactement comme le livre pouvait être sur une stèle en pierre en Chine il y a 3000 ans, pouvait être sur des panneaux en bois à Rome il y a 2000 ans, lorsqu'un général qui avait remporté une bataille, sachant que la population était analphabète, faisait dessiner une sorte de bande dessinée, une saga qu'on mettait sur les chariots, et les gens lisaient la victoire de Jules César contre les Gaulois. Ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est comme ça. C'était avant Astérix, hein. Et à l'époque, c'était plutôt les Romains qui étaient considérés comme les vainqueurs. Les panneaux en bois étaient des livres. Qu'est-ce qui fait, et c'est un point sur lequel je ne suis pas toujours d'accord avec mes interlocuteurs qui tombent parfois un peu dénus, qu'est-ce que c'est qu'un livre? Il n'y a pas de définition. L'UNESCO en avait donné autrefois une définition, c'est tout support imprimé de plus de 48 pages. Mais alors ça veut dire que les albums de bande dessinée ne sont pas des livres? Ça veut dire que les petits albums de bande dessinée que je lisais en cachette parce que mes parents ne voulaient pas quand j'avais 8 ou 9 ans, mais qu'on s'échangeait dans la cour de l'école, hein, les mandrakes et les choses comme ça, ce n'étaient pas des livres, mais nous les transformions en livres, puisque non seulement nous les lisions, mais nous les passions pendant la récréation. Autrement dit, il n'y a pas de définition du livre. Ou plus exactement, le livre, c'est une pratique culturelle. C'est un objet que le lecteur est en train de transformer en livre parce que dans son usage, il en fait un livre. C'est pourquoi, dans mon histoire des libraires, j'insiste, histoire des libraires et de la librairie, pas simplement de la librairie, j'ai tenu à évoquer des formes de livres qui n'existent quasiment pas dans nos pays. Je pense à la littératura des cordelles au Brésil, la littérature qui pend sur des cordes à linge, ou bien la librairie au poteau au Cameroun. Ce sont des librairies, évidemment, très différentes des vôtres, parce que le mode de vie de l'Occident n'est pas le mode de vie de ces pays. Mais là aussi, il y a des hommes et des femmes et des jeunes qui viennent lire des photocopies, qui viennent lire des petits livrets. Ils traduisent leur soif de lecture. Alors, si je suis optimiste, je ne suis pas naïf. Je sais bien que d'autres statistiques montrent qu'un Français sur 2 entre dans les librairies et donc un Français sur 2 n'y entre pas. Mais vous savez mieux que moi que la plupart des femmes qui entrent dans les librairies, c'est des multi-acheteuses. Elles achètent pour elles, pour leurs enfants et parfois même, et c'est encore mieux, pour leur mari. Bon, là, il y a plus de résistance. Les hommes, hein, vous le savez, lisent moins que les femmes, réussissent beaucoup moins bien dans les écoles, dans les universités que les femmes, mais ça, c'est après tout une évolution des sociétés dont chacun ne peut que se féliciter. Donc ça aussi, ce sont des phénomènes très encourageants. Vous voyez, il faut faire attention aux chiffres, bien sûr, il faut les regarder de très près, mais il faut aussi être capable, tous les bibliothécaires le savent, la femme qui prend une carte
en bibliothèque ou en médiathèque, elle la prend pour la famille, elle ne la prend pas que pour elle. Donc ça ne veut rien dire qu'il n'y ait que 1 sur 2 qui entre, mais on peut espérer bien sûr que dans l'avenir, il y en aura davantage. Merci pour cet optimisme, cette foi en l'avenir. Je voudrais juste qu'on change de sujet et qu'on parle d'un sujet d'actualité. Dans 2 jours, dans 3 jours plutôt, une proposition de loi va être déposée au Sénat par la sénatrice Laure Darcos. Et cette proposition de loi, d'une certaine manière, au moment où on est en train de fêter le 40e anniversaire du prix unique du livre, va parachever cette loi-là, puisqu'elle va proposer que les frais de port soient obligatoires pour tout le monde. C'est-à-dire que Amazon ne puisse plus proposer d'envoyer à 1 centime d'euro les livres qui sont commandés sur sa plateforme. Alors, je voudrais vous demander à vous, libraires, en quoi c'est important pour vous que cette proposition de loi soit adoptée. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais... Disons, déjà de manière générale, j'aime bien que la réalité se conforme à la réalité et que des frais qui n'ont pas coûté 1 centime ne coûtent pas 1 centime. Donc que la réalité du fait d'avoir des frais de port, d'avoir un livreur, d'avoir un carton, d'avoir simplement un acte de transport soit retranscrit à l'acheteur, ça me paraît vraiment d'un point de vue logique, évidemment une bonne chose. Le fait que, en fait, je pense que c'est pas ce qui compte le plus pour les librairies indépendantes, que ceux qui voudront continuer à acheter sur Amazon le feront déjà. Ceux qui le font pour de bonnes raisons, de leur point de vue, continueront à le faire. Ceux qui s'estiment trop loin d'une librairie, parce qu'il y en a, moi, j'habite à côté d'un endroit où il y a plein de montagnes, il y a des personnes qui habitent très loin, qui me passent des commandes, qui payent des frais de port absolument monstrueux. Je leur dis, écoutez, je peux vous attendre 15 jours, je fais une randonnée dans le coin et je vous les ramène. Ça m'est arrivé de le faire. Mais en temps normal, ils payent des frais de port monstrueux, ils sont contents de le faire. Il y a aussi des personnes, je comprends, qui veulent pas, qui rechignent à payer ces frais de port. Ils seront obligés de le faire ou de se déplacer une fois de temps en temps en ville et de le faire. Donc ça va changer des habitudes. Mais je pense que les libraires ne doivent pas compter là-dessus, en fait. Mais juste peut-être pour expliquer aussi la problématique, parce que nous, on a été face à cette problématique quand on a ouvert la librairie, donc on avait un site internet. Bon, moi j'ai travaillé 7 ans chez Amazon, donc j'étais sensibilisée au fait qu'on donne la possibilité à nos clients de commander, dans les cas où vous avez envie de commander, de mettre à dispo, de réserver des livres, et d'en faire livrer. Et on a regardé l'économie, et en gros, on va dire, un livre coûte 10 €, mettons en moyenne. Nous, on va gagner 35-38% dessus, donc 3,50 €. Les frais de port coûtent 6,95, 6,50 minimum, avec un colissimo avec suivi à la poste. Et on n'a aucun moyen de négocier la moindre ristourne avec la poste. Il faut bien comprendre que quand on a une problématique avec la poste, absolument personne ne vous écoute. Ça a été assez atroce d'ailleurs en décembre dernier. Mais bon, bref. Donc on n'a pas de poids économique et ça coûte 6,95 et nous, on va gagner 3,50 €. Donc on s'est retrouvés, on a fait une analyse assez poussée. Il n'y a aucun cas de figure où en fait 100% de notre marge, si on offre les frais de port, on offre plus que 100% de notre marge. On travaille à perte, je ne parle pas de la préparation du colis, tout ça, hein, on n'en parle même pas. Et ça nous désole parce qu'évidemment, on sait qu'augmenter un prix de 6,50 € quand le livre coûte 10 €, ça veut dire qu'on est 65% plus cher, je fais des maths, que Amazon. C'est aussi bête que ça. Ce qui veut dire que quand Amazon vend 10 €, en fait, c'est une ristourne de 65%. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc on est très démunis. Alors là où je rejoins Jean-Damien, c'est que notre modèle, notre proposition de valeur, pour prendre des mots un peu économiques, c'est qu'on offre un lieu de vie, on offre des relations humaines, des vrais gens qui lisent des vrais livres, l'indépendance qui a aussi un prix évidemment, voilà, la liberté des choix, des lieux de vie, etc. Donc ça, pour nous, ça a une valeur énorme et notre travail, c'est d'apporter cette valeur-là et non pas des livraisons postales aux petits oignons, puisque c'est pas forcément... Mais en revanche, apporter ce service à un prix qui n'est pas exorbitant, c'est important. Ça, c'est important pour nous. Et c'est un peu ça le débat. Et en décembre, l'État a offert les frais de port aux libraires.
donc à rembourser en fait les frais de port qu'on avait auprès de la Poste. Et on a donc fait, nous, les frais de port à 1 centime, tous. Et on a multiplié par, nous, dans notre cas, par 13 les ventes, les envois postaux. Donc on voit bien à quel point il y a un besoin quand même, y compris pour nous, de pouvoir accéder à cette offre à un prix qui n'est pas usurier, quoi. Et les clients nous le reprochent parce qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi on fait payer les frais de port. Puis on ne va pas expliquer à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, nous, là où vraiment on se rejoint, je pense que notre cœur de métier, c'est pas ça. Mais on n'a pas envie non plus de passer pour des gens qui font payer très cher les frais de port. Voilà, c'était un sujet que je voulais aborder parce que c'est un sujet d'actualité d'abord, et puis c'est quand même une forme de dévoiement, ceci dit, de la loi du prix unique du livre. Donc, j'allais ajouter que le commerce en ligne n'est pas en cause. Vous l'avez dit vous-même, il y a des régions plus difficiles d'accès, et puis le consommateur qui est handicapé, par exemple, évidemment, il va préférer commander en ligne pour avoir rapidement. Il peut commander d'ailleurs sur un site de libraire ou sur Amazon. Le problème d'Amazon, il n'est pas là. Ça ne poserait pas de problème. Il est sous deux aspects. Celui que vous avez indiqué, la distorsion de concurrence par le fait qu'effectivement, il puisse faire des rabais colossaux en offrant le port gratuit. Et deuxièmement, le fait que des élus locaux, de gauche comme de droite d'ailleurs, y compris socialistes, y compris l'ancien ministre de la production industrielle, qui, en Saône-et-Loire, quand il était président du Conseil général, avait offert un pont d'or à Amazon pour ouvrir un entrepôt sous prétexte qu'Amazon allait créer 700 emplois. Quand on sait qu'Amazon crée exactement autant d'emplois qu'il en détruit, la logique qui voudrait que les élus locaux donnent de l'argent à cette entreprise et se révèle complètement illusoire et utopique. Et donc, à côté des frais de port, il faut exiger des pouvoirs publics qu'au nom effectivement du respect des lois de la concurrence, plus aucun centime ne soit donné à cette entreprise pour ouvrir des entrepôts. Aussi longtemps qu'elle pourra bénéficier de la manne publique, elle ouvrira des entrepôts et elle continue à en ouvrir. Pourquoi en Allemagne il y a moins d'entrepôts d'Amazon? Parce que là, on rencontre un des vrais problèmes de la librairie française, alors depuis une longue période. Dès 1987, Patrice Carr, dans un livre qui s'intitulait Un rapport, Le livre a-t-il un avenir, soulignait le fait qu'en Allemagne, quand on commande un livre, on l'obtient dans les 24 ou 48 heures au maximum, parce que l'Allemagne est un pays tardivement unifié, au fond, au XXe siècle. C'était un pays de Länder, un pays de pays différents. Donc, la desserte, effectivement, les éditeurs sont répartis sur tout le territoire. La France est un pays centralisé depuis au moins la Révolution et bien avant, depuis Louis XIV. Par conséquent, nous n'avons pas les mêmes facilités. Alors, depuis 1987, les centrales de diffusion et de distribution se sont améliorées et le délai entre la commande et la livraison a été raccourci. Mais quand même, par rapport à l'Allemagne, et vous habitez pas loin de l'Allemagne, vous savez bien qu'il y a encore des gains. Il faut travailler sur cela. Mais plusieurs d'entre vous l'ont dit, de toute façon, le libraire indépendant, il a un avantage que n'aura jamais Amazon, c'est que le face-à-face, il est réel. Il est en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est pas du facing, ce n'est pas le fait de mettre sur un site 2 livres ou un livre et un lecteur qui se regardent. Ça ne veut rien dire. Dans une librairie, on y entre pourquoi? Parce qu'on a envie de discuter avec un libraire, parce qu'on a envie de conseils, parce qu'on a envie de regarder, je vais dire, de toucher les livres. Et souvent, on est entré pour acheter le livre A, mais on ressort avec le livre B, dont on n'avait pas la moindre idée en entrant. Parce qu'effectivement, ce contact physique, les couvertures, les couleurs, le graphisme, il y a toute une série de paramètres qui vont jouer et qui font que c'est un vrai métier humain. Ce qu'une plateforme, même si elle est nécessaire, ne sera jamais. Bon, on a toujours besoin d'un historien dans un débat pour en avoir la profondeur, justement. Je vais poser une dernière question et ensuite je vais vous donner la parole. N'hésitez pas à la prendre si vous voulez poser des questions à nos invités. Ma dernière question, c'est aussi une question d'actualité. Le Pass Culture, qui permet aux 18 ans d'avoir 300 € à dépenser dans les activités culturelles, vient d'être généralisé à l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que vous en attendez ? Mais ce qu'on en attend, c'est que les plus jeunes rentrent dans les librairies. Voilà, enfin, il faudrait peut-être demander à l'historien, si vous avez sur la moyenne d'âge, voilà,
des lecteurs dans nos librairies, mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. On a effectivement beaucoup de jeunes qui viennent nous voir. Alors, ils ont passé commande avant, donc ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent et ce qu'ils viennent chercher. Mais après, on discute avec eux et on peut leur conseiller autre chose s'ils sont à l'écoute. Et ensuite, vous savez, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, disant que un des commerces les plus anxiogènes, c'était la librairie. Parce que ça impressionne. Parce que tout le monde n'a pas, tous les repères pour, voilà, quand on rentre dans une librairie, il y a beaucoup de références, beaucoup de visuels, comment est-ce que les livres sont rangés, comment est-ce qu'ils sont classés. Et je pense que le Pass Culture permet aussi à beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans des librairies et pourtant qui sont pour certains déjà des lecteurs, ça les habitue et ça désacralise un peu le lieu. Jean-David Héninger, vous parliez justement du retour des jeunes tout à l'heure. Oui, alors moi, à ma librairie, j'ai la chance de faire partie du Bas-Rhin et donc département test pour le Pass Culture, donc ça fait 1 an et demi qu'on applique le Pass Culture, ce qui, avec le recul, est presque un bonheur quotidien, parce que en dehors des affaires de chiffre d'affaires, ce qui est intéressant, ce qui est bien, c'est vrai que ça fonctionne vraiment pour ce qu'il s'agit de faire venir les jeunes, et avec plein d'anecdotes rigolotes, avec effectivement des jeunes qui viennent parce qu'ils ont vu des mangas qui vont cocher. Alors ça se passe dans leur application, l'application ne fonctionne pas toujours, ils se rendent compte qu'il y a un manga qui manque parce qu'ils n'ont pas mis la bonne virgule au bon endroit, mais ils viennent, ils ont un truc, ils ont un peu une carotte en fait. Et après, ils se rendent compte, ils perdent un peu de cette appréhension. Parce que je me suis aussi débrouillé maintenant pour les accueillir, on les remarque un petit peu, ils viennent avec un téléphone, ils regardent le livre, ils regardent le téléphone, ils comparent, ils essaient de se rendre compte si c'est bien ça. Donc il y a effectivement plein de codes qui, a priori, mais c'est normal parce qu'ils ont 18 ans, parce que j'étais pareil, j'étais impressionné par les librairies, alors même que je passais beaucoup de temps en librairie, je restais impressionné par la figure du libraire à 18 ans. Et donc ils se rendent compte de ça, on les repère, on essaye de les mettre à l'aise, on essaye de leur expliquer que tous les livres qui sont là, même s'ils ne l'ont pas trouvé numériquement sur leur téléphone, ils y ont droit, enfin ils peuvent les avoir, ils peuvent les utiliser. Et en fait, ça fonctionne parce qu'ils reviennent. Et après, des jeunes lecteurs et lectrices qui venaient effectivement pour des choses dont ils avaient entendu parler, qui étaient souvent de la grosse cavalerie au tout début, ils reviennent, ils vont casser tout un rayon parce qu'en fait, ils vont tout regarder. Et c'est assez génial pour ça. C'est hyper intéressant. Je pense que beaucoup... moi, c'est les échos que j'en ai, beaucoup regrettent en fait d'aller trop vite au bout de leur budget. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des limites à un moment, mais c'est génial. Moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment jamais entendu. L'envie des jeunes d'avoir des livres comme ça, et leur verbalisation très claire que c'est un problème d'argent. C'est pas autre chose pour eux à cet âge-là. Ils ont envie et ils peuvent pas le faire parce que voilà, ils ont pas forcément tous les moyens, mais ils le font comme ça. Et ça leur permet. J'ai plein de clients effectivement qui sont des clients restants que j'ai depuis le Pass Culture, qui ont utilisé leur budget en 1 semaine et qui reviennent depuis, quoi. Il y a un enjeu incroyable de la possibilité de faire revenir les jeunes dans les librairies, de les faire venir et revenir. Et ce qui est aussi intéressant, je pense, ça n'a pas encore pu, par la force des choses, se développer. Ils ont aussi un budget pour les activités culturelles au sens large, pour aller voir du théâtre, pour aller voir des films, pour aller dans les médiathèques. Et ça... je pense que quand ce sera vraiment lancé, quand ce sera systématisé et quand les manifestations culturelles pourront toutes avoir lieu à nouveau, il y aura beaucoup de travail à faire entre chaque infrastructure pour pouvoir les garder, voire pour pouvoir se passer ces jeunes adultes-là d'un endroit à un autre. Je pense que ça me paraît assez évident que le jeune qui va aller au cinéma, il aura envie peut-être de lire l'adaptation du film qu'il vient de voir. Il y aura une cohérence globale qui permettra d'éviter que,
comme trop souvent, l'âge entre 15 et 30 ans soit un âge traditionnellement compliqué en librairie, parce que de 15 à 30 ans, ils vont avoir plein d'autres choses en tête, ils vont perdre le temps et l'envie de se consacrer à des activités culturelles souvent, du moins c'est très marqué sociologiquement. Souvent, à la fin de la vingtaine, au début de la trentaine, il y a un retour vers les livres, il y a un retour vers une autre forme de culture. Mais le pass culture, je pense, permettra de faire cette transition-là au moins. Ce qui est très encourageant en plus, c'est que dans les départements où il était testé, donc comme le Bas-Rhin, en fait, il y a des statistiques qui ont été faites et 60% des réservations se font sur le livre, et ce qui représente 35% du chiffre d'affaires. Évidemment, c'est un peu moins parce que le prix d'un livre n'est pas le prix d'une place dans un concert, etc. etc. Mais en tout cas, pour le livre, c'est quand même formidablement encourageant, quoi. J'ai eu énormément de gamins qui me demandaient de tricher et d'utiliser, je ne peux pas même techniquement le faire, mais qui me demandaient de tricher et d'utiliser leur budget culturel au sens large pour aller acheter des bouquins. C'est juste le bonheur hein, quand on voit ça, quand on voit qu'il y a de la motivation, et ils le font en plus après, vraiment après la première fois, ça se passe après de manière très naturelle. Oui, parce que pour bien expliquer, on ne peut pas dépenser l'intégralité de son budget sur une seule activité culturelle. Il faut un peu s'éparpiller, ouais, ce qui effectivement permettra aussi, je pense, à certains qui ne sont pas forcément attirés, juste de se dire j'ai pas envie de perdre ce budget-là, il va bien falloir que j'aille au théâtre un jour. Voilà. Peut-être il y a des questions, vous avez envie de poser des questions. Je vous en prie, madame. Normalement, on devrait vous apporter un micro, voilà. Et on va vous demander peut-être de vous mettre debout. Bonjour. Merci pour vos paroles émouvantes et aussi engagées. C'est passionnant de vous entendre. Je voulais savoir si dans vos métiers, vous travaillez en réseau pour parfois défendre des auteurs. Et quelles sont vos relations avec les éditeurs? Alors, beaucoup de questions. Alors, est-ce que, là je vais parler pour notre librairie, on travaille en réseau, on travaille avec d'autres libraires. Donc nous à Paris, au sein de Paris Librairie, donc, alors je ne sais pas aujourd'hui combien on est exactement de libraires, combien 150 librairies parisiennes et banlieue, et on met notre stock en commun. Voilà, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est aujourd'hui un lecteur qui cherche un ouvrage, il va sur Internet, il tape Paris Librairie, il rentre la référence, et là apparaissent toutes les librairies parisiennes qui font partie de ce réseau Paris Librairie, qui ont cet ouvrage en stock. Voilà. Et donc, ça fait une offre, en tout cas un nombre de références absolument colossal. Et puis, nous aussi, alors les lecteurs prennent l'habitude d'avoir recours à Paris Librairie. Et puis, nous aussi, quand on n'a pas un ouvrage en stock et que le lecteur est devant nous, et ben on regarde et puis on envoie chez un collègue la librairie la plus proche, ou quelquefois à l'autre bout de Paris, parce que le livre n'est disponible qu'à l'autre bout de Paris. Et je sais, je vous laisse peut-être, et je sais que y a beaucoup d'associations comme ça de libraires, voilà, qui mettent des ressources en commun, oui. L'équivalent existe dans ma région, où pour l'Est de la France, il y a deux associations, dans mon cas, il y a deux associations à lire. L'association des librairies indépendantes du Rhin, qui se concentre sur l'Alsace, et Libraires de l'Est, qui s'occupe de tout l'Est de la France, où on fait des travaux en commun, des réflexions communes, des salons pour lesquels il nous est arrivé de concentrer des moyens pour simplement pouvoir faire venir des auteurs. Et au-delà de ça, comme vous le disiez, je suis sur librairieindépendante.com, Place des libraires, Verso, qui est un outil par le syndicat des librairies françaises qui permet aussi à la fois de cumuler des statistiques et de voir les stocks des confrères, voir les ventes des confrères, ce qui nous permet aussi souvent de travailler, de comparer, vraiment de se partager des informations. C'est un des intérêts du métier, c'est qu'en fait, on a beau être indépendant, on est tous dans le même, parfois dans la même galère, souvent confrontés au moins aux mêmes questions, ce qui nous permet de nous entraider et de nous donner des réponses. Et au-delà de ça, et au-delà de l'aspect formel,
On se rencontre évidemment très souvent, quand il y a des rencontres d'éditeurs, quand on peut, à chaque occasion. Et donc, humainement aussi, on se prête des auteurs, moi dans mon cas, quand il s'agit de les faire venir dans l'Est profond. Je dois bien avouer que je suis content quand j'ai des libraires strasbourgeois qui font venir un auteur et que moi je peux le faire venir à quelques kilomètres de là. Donc lui, on travaille à peu près en permanence. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne parle pas avec un autre libraire en fait. Et puis juste pour compléter, on a un syndicat qui est le syndicat de la librairie française qui est très efficace et qui notamment, c'est grâce à ce syndicat et la mobilisation du public, des auteurs, de Roselyne Bachelot, qu'il y a eu cette dénomination commerce essentiel, qui n'était pas du tout évidente et qui a été comme ça promulguée en février. Et puis tout on parlait des frais de port, c'est aussi le syndicat qui va pousser ces sujets-là. Et quant à la relation avec les éditeurs, en fait, on a plusieurs types de relations. On a une relation quasiment quotidienne au travers des équipes de représentants qui viennent nous présenter les livres. Donc chaque maison d'édition a ce qu'on appelle une diffusion, qui est une société qui commercialise ses livres, et donc des équipes de représentants qui viennent nous voir. Et puis on a aussi des relations avec des gens qui vont organiser les tournées des auteurs et avec les éditeurs en direct. Et on a des relations très cordiales, puisque de toute façon, sans livres, on n'est rien. Et plus les livres sont intéressants, plus on est dans une édition de création, plus on est heureux. Donc voilà. D'autres questions dans la salle? Oui, je vous en prie. Bonjour. Moi, je voulais savoir si vous pouviez nous dire si vous avez observé des tendances par rapport à la vente de livres d'auteurs français pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé? Et je voulais aussi savoir si, par rapport aux initiatives de certains éditeurs, je pense à Actes Sud, de réduire le nombre d'ouvrages au moment de la rentrée littéraire. Est-ce que ce sont des initiatives que vous pensez pertinentes par rapport à la surproduction que vous avez évoquée d'ailleurs? Alors, donc, je vais répondre sur la surproduction, parce que, alors, je tiens à dire que les propos que je vais tenir n'engagent que moi. Voilà. Car voilà, il n'engage vraiment que moi. Je pense que la surproduction, c'est un faux problème. Voilà. Moi, j'ai été libraire à l'étranger, dans un pays où la liberté d'expression n'était pas celle qu'on connaît ici en France. Et j'ai travaillé avec des éditeurs qui ne pouvaient pas éditer ce qu'ils voulaient éditer. Voilà. Et donc, je trouve que quand on est dans une belle démocratie comme la France et que tous les éditeurs peuvent éditer ce qu'ils veulent éditer, eh bien tant mieux. Et alors, je dis ça, je sais que la plupart des libraires ne pensent pas du tout comme moi. Mais aujourd'hui, moi, personne, en tant que libraire, personne ne m'oblige à acheter un livre. Personne. Donc si je ne veux pas l'acheter, si je ne veux pas que ce livre soit présent dans ma librairie, si je ne souhaite pas le présenter pour des raisons diverses et variées, qui n'engagent, voilà, j'ai la liberté de le faire. Donc c'est pour ça que je trouve que ce sujet de la surproduction est un faux sujet, mais je comprends mes collègues libraires qui ont un avis divergent du mien. Il faut savoir qu'en France, il y a plus d'1 million de livres disponibles. Donc de toute façon, quelle que soit la taille de la librairie, alors quand on mutualise tous nos stocks sur Paris Librairie, on commence à être représentatif de ce choix-là. Mais globalement, même nous, on a la chance d'avoir une grande librairie, on a 42 000 références, 42 000 sur 1 million, on voit bien qu'on fait des choix. Et quand bien même il y aurait une librairie qui a 15 000 références, elle va faire 3 fois plus de choix que nous encore. Mais voilà, c'est notre métier de faire des choix en fait. Donc on est heureux de pouvoir choisir aussi, quelque part. Sur la vie d'Héninger, combien de références?
15 000. Donc effectivement, j'ai à peu près exactement ce problème, ce qui fait que je surcharge tout, je me noie sous les livres avec plaisir, parce que le choix est toujours difficile à dire. En fait, la réalité, c'est que y a des livres enfin moi, chaque livre que je fais venir, j'ai envie de le vendre, et il a un sens à un moment ou à un autre. Des livres insensés, des livres pour lesquels il n'y a pas un travail d'éditeur, pour lesquels il n'y a pas un travail d'auteur, ça existe, mais l'immense majorité des cas, ça correspond à une réelle volonté de quelqu'un qui n'aura pas forcément sa place dans toutes les librairies ou avec tous les libraires, mais pour moi, il n'y a vraiment jamais trop de livres. La seule chose, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des questions d'industrialisation de toute la filière du livre, de la filière de l'édition, qui font qu'on aurait le sentiment, en tant que libraire, un sentiment faux, mais on pourrait l'avoir, que des livres seraient obligatoires. C'est absolument pas le cas. Et comme tu l'as dit, il faut juste oser faire des choix. Mais bon, ça, c'est des choix qu'on se pose en permanence. Et les éditeurs, j'ai l'impression, commencent à être actifs en se rendant compte qu'il y a des livres qui, au final, existeront, ne seront pas placés en librairie parce que les libraires auront choisi de ne pas le prendre ou de ne pas assez le prendre. Et les éditeurs sont suffisamment réactifs, je pense, pour éviter de faire ce genre d'erreur une deuxième fois. Oui, sur ces questions qui sont très importantes, il faut quand même que chacun comprenne que tous les livres ne sont pas égaux au sens où ils n'ont pas la même chance d'être vus par un libraire et donc d'être présentés au lecteur. Vous l'avez dit, on est à quelque chose comme 1 million de nouvelles éditions ou de réimpressions chaque année. Et ce chiffre a augmenté de façon absurde depuis une vingtaine d'années. Alors, il faut noter que ce sont les grands éditeurs qui s'en plaignent aujourd'hui, Antoine Gallimard et Françoise Nyssen, pour les nommer, puisque l'un et l'autre sont intervenus dans les médias, mais c'est eux qui ont provoqué le problème, en multipliant le nombre de nouveautés. Vous savez bien qu'à la rentrée littéraire, Gallimard n'a qu'une obsession, avoir absolument le Goncourt, ou à défaut le Renaudot, ou à défaut le Femina, ou à défaut le Médicis. Et toute la stratégie de l'entreprise est mobilisée autour de cela. Donc, évidemment, la tentation, c'est de publier le maximum de nouveaux romans sans avoir pris la précaution de travailler avec chaque auteur pour essayer de proposer au lecteur le meilleur livre possible. Donc il y a un déchet considérable et malheureusement, pour des milliers d'auteurs sincères qui ont voulu mettre tout ce qu'ils avaient en eux dans un livre, eh bien, il va s'en vendre 3 exemplaires, voire 0. Alors, il y a un autre problème qu'on n'a pas abordé, c'est, à cause d'Amazon en partie, le phénomène de l'auto-édition, qui a toujours existé. L'auto-édition existait au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle, mais elle a pris une ampleur considérable, parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, avec les réseaux sociaux, chacun se croit expert en tout. De moins en moins de gens ont la modestie de considérer qu'ils sont experts dans un domaine bien précis, en général là où ils ont fait des études, ou là ils ont leur profession, mais qu'ils ne sont pas experts en tout. Moi, je suis nul en mécanique, quand j'ai un problème avec ma voiture, je me garde bien d'ouvrir le capot. Je vais chez le garagiste parce que je sais qu'il est compétent, il a un CAP ou même s'il n'a pas de diplôme, il travaille la mécanique depuis longtemps, je lui fais totalement confiance. Je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux pour savoir comment on répare la voiture, ce serait du temps perdu et ce serait inutile. Alors le problème de l'auto-édition, c'est qu'on fait croire à des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui qu'elles vont être remarquées sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et Amazon leur propose des contrats magnifiques. On propose 65% de droits d'auteur. C'est ce qu'on appelle le miroir aux alouettes. Ça n'existe pas. Alors évidemment, à côté, Gallimard, Flammarion ou un autre apparaît comme un requin, parce qu'il ne propose en moyenne que 8 à 10% de droits d'auteur. Mais quand vous regardez bien les contrats qui lient les auteurs avec Amazon, vous voyez qu'évidemment, il n'y aura aucune publicité de fait au livre, il n'y aura aucun travail. Alors je veux terminer quand même sur un problème qu'on a esquissé sans l'aborder. On a parlé des représentants, mais ils sont de moins en moins nombreux parce que les grands éditeurs ne veulent plus payer le même nombre de représentants qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Il y a 25 ans, par exemple, les auteurs avaient un rendez-vous avec les représentants et ils essayaient en 20 minutes de les convaincre de représenter leur livre, c'est-à-dire de le proposer aux libraires. Et les représentants pouvaient poser des questions aux auteurs. C'est terminé. Ça n'existe plus dans le domaine des sciences sociales et humaines. Ça continue à exister pour
quelques grands auteurs, mais ça se réduit comme une peau de chagrin. Et puis surtout, les représentants ne vont plus dans les librairies de deuxième niveau. Alors, là aussi, qu'est-ce que c'est que le premier niveau, le deuxième niveau? Il en existe beaucoup de définitions. C'est lié au chiffre d'affaires, tout simplement. Au-delà, plutôt en deçà d'un certain chiffre d'affaires, les éditeurs, ou plus exactement leur centrale de diffusion et de distribution, ne vont plus voir les libraires. Et donc, ils doivent se fier à la lecture des catalogues ou à la lecture d'un certain nombre de documents. C'est un véritable problème. Par rapport à une possibilité, vous l'avez dit, d'1 million de titres, comment faire? Comment faire pour se repérer? Là, peut-être, vous pouvez expliquer comment vous travaillez. Alors, rapidement, parce que malheureusement, on va devoir se quitter. Donc, mais juste pour apporter parce que ça peut avoir l'air très triste, tous ces livres qui ne se vendent pas, mais en fait, en librairie indépendante, il y a une diversité éditoriale énorme, et donc c'est là que vont se vendre, et c'est d'ailleurs tout le débat de soutenir la librairie indépendante aussi, c'est ça, c'est la diversité éditoriale, elle va se vendre en librairie indépendante. Et nous, sur une journée importante, on va vendre, un samedi, mettons, à peu près 1 millier de livres différents. Donc ça, c'est formidable. C'est-à-dire que ces livres-là, qui semblent ne pas être des best-sellers, parce que ce n'est pas les best-sellers qui font notre chiffre d'affaires, hein, c'est 10% de notre activité, à peu près, les best-sellers. Et c'est vraiment dans ce lieu-là de la librairie indépendante que le best-seller pèse peu et que le reste de l'offre va se vendre de manière unitaire. Et ça, c'est le travail du libraire, d'avoir d'abord choisi ce livre, de l'avoir présenté et de l'avoir défendu. Donc on ne défend pas tous les livres un par un, mais on met des coups de cœur, on les lit, on les présente sur table, on fait des associations de thématiques, des sélections, on fait vivre tous ces titres de manière complètement passionnée, encore une fois, sans contrainte, quoi. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Ça me mène alors directement, c'est une passerelle magnifique pour la dernière question. Donc je vous ai demandé à tous les quatre de préparer une recommandation à faire au public sur un livre contemporain et sur un classique entre guillemets indémodable. Voilà, vous venez de souligner Amazon, on est dans la recommandation algorithmique. Chez le libraire, on est dans la recommandation humaine. Donc, vous commencez et puis on fait le tour. Ça marche. Donc, parmi les maisons d'édition que j'adore, il y a une maison d'édition qui s'appelle Kidam, qui fait que de la littérature et de manière assez passionnée. Et un des derniers titres que j'ai lu chez eux s'appelle Finir les restes de Frédéric Fioloff, qui a une écriture à la fois très, très drôle et qui s'attaque en même temps toujours à des sujets sérieux. Dans Finir les restes, il parle de la mort de ses parents. Lui, il a une 50aine d'années, ses parents sont morts de vieillesse, on dit faussement de vieillesse, et de ce qui pourrait être un drame personnel. Il arrive à faire dans un récit assez court quelque chose avec plein de malice, une manière de passer outre et de vivre son deuil de manière presque joyeuse, avec énormément d'intelligence, avec énormément de trouvailles verbales, de trouvailles rythmiques, qui fait que on s'amuse tout en traitant d'un sujet gravissime. Donc j'ai trouvé ça assez génial, pour le coup. Voilà, et pour le livre, le classique indémodable. Et pour le classique, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un classique de la fantasy qui a été écrit en Angleterre en 1926, qui s'appelle Lune en brume, par une auteure qui s'appelle Hope Mirrlees, et qui a été traduit pour la première fois en français par une maison d'édition indépendante à peine distribuée qui s'appelle Calidor, dans une collection de classiques de la fantasy. Et alors c'est de la fantasy à l'anglaise, avant Tolkien, dans un monde où la magie, une forme de magie, la féerie existe, mais un village a décidé de la bannir pour rester sérieux. Et le fils du maire va être tenté de recréer, d'aller dans la ville d'à côté, de recréer un peu de magie. Et cette atmosphère-là de magie naturelle est présente tout au long du livre, mais l'auteur arrive aussi à jouer avec les codes, ce qui fait qu'il y a une partie du roman qui devient un roman policier, un roman d'énigmes, roman familial évidemment, avec une fantaisie justement dans les thèmes et dans les formes que j'ai trouvé assez génial et en même temps très, très jouissif. C'était un de ces livres où l'atmosphère fait du bien, où on a toujours envie de retourner dans ce petit village.
Voilà, donc vous passez le micro à votre voisine. Je pense qu'il faut qu'on aille un peu vite, je suis désolé maintenant. Mais... Alors, donc pour le classique, il y avait un classique et un ouvrage. Donc pour le classique, moi, il y a un roman que j'adore, qui est, j'allais dire, connu et pas connu. C'est un classique de la littérature française pourtant, mais c'est Les Thibauts de Roger Martin Dugard. Qui est pour moi, enfin, je trouve que c'est un livre qui n'a pas la place qu'il devrait avoir, voilà, dans le panthéon. Donc c'est, pour faire très rapide, c'est l'histoire d'une famille bourgeoise au début du XXe siècle. Donc Oscar Thibault, c'est le père et c'est le bourgeois autoritaire. Il a 2 fils. Antoine, oui c'est ça, Antoine l'aîné qui va suivre un peu les pas de son père et qui va devenir médecin, qui va un peu rentrer dans le rang. Et puis Jacques, qui est le plus jeune, qui lui est révolté et qui va révolter contre son père et qui va vraiment rejeter la vie bourgeoise et qui va militer, être un compagnon de Jaurès, faire partie militer avec les socialistes. Et on suit la vie de cette famille jusqu'à, les enfants grandissent, deviennent des adultes. La conscience politique naît et l'attentat de Sarajevo, l'assassinat de Jaurès et la rentrée dans la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment, pour moi, un roman, c'est une fresque historique, une saga familiale, un roman social, un roman politique. Il y a tout dans ce classique. D'accord. Et pour le roman contemporain ? Alors, c'était pas un roman. C'était une BD, parce que juste avant de venir, j'ai réceptionné des livres, voilà. Et il y a une BD que j'ai réceptionnée, que j'avais lue il y a quelques mois et que j'ai adorée, qui s'appelle les Amants d'Hérouville, qui raconte la vie de Michel Magne, qui était un musicien qui a entre autres composé des musiques de films, Mélodie en sous-sol, Un Saint-Jean d'hiver, voilà, et qui a dans les années 60 acheté un château à Hérouville, qui est devenu un studio mythique. Où sont passées toutes les vedettes, Bowie, Iggy Pop, les Bee Gees, Elton John, Johnny, voilà. Et c'est une BD absolument fantastique qui a été publiée chez Delcourt. Les 2 auteurs, j'avais noté, Yann Lequelec et Romain Ronzeau. Et c'est vraiment, je vous conseille fortement la lecture de cette BD. On apprend plein de choses, c'est très très bien fait. D'accord. Alors là, je vais vous demander de conclure vraiment rapidement. Je prends une phrase. Juste un livre. Puissions-nous vivre longtemps, c'est un livre qui est sorti en début d'année, cette année, chez Belfond, de Imbolo Mbu, qui est une autrice camerounaise qui vit aux États-Unis. Et c'est magnifique. Pour moi, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. C'était vraiment une découverte. C'est l'histoire d'un village africain. C'est un roman choral, donc raconté, chaque habitant du village raconte cette histoire-là, de ce qui se passe dans ce village, qui est aux prises avec une grosse compagnie pétrolière qui détruit tout. C'est très onirique, c'est comme un conte, c'est très fort, c'est très mélancolique, c'est assez triste. Et ça parle en fait de manière plus globale de la décolonisation, de la corruption en Afrique, même de l'écologie, etc. C'est assez terrible, mais c'est magnifique. Voilà, je vous le recommande fortement. Merci beaucoup. Jean-Yves Molly. Alors, ça s'appelle « Puissions-nous vivre longtemps ». Et c'est une autrice qui a déjà écrit un autre livre, « Nous étions les veilleurs ». Le coup de cœur, ça a été les 75 feuillets de Marcel Proust. J'avais peur de me laisser avoir par la publicité. Non, j'ai été emporté et j'ai relu dans la foulée les 7 volumes qui composent À la recherche du temps perdu. Et le classique, parce que c'est un classique hispanophone qu'on connaît moins bien en France, mais il s'en est vendu des millions d'exemplaires. Il est de Carlos Ruiz Zafón, Le cimetière des livres oubliés. Je n'en dis pas plus, mais le titre déjà vous emmène dans un monde, 4 tomes en livre de poche chez Actes Sud. Merci pour cette conclusion qui va vous permettre d'avoir à tous des livres d'été. Alors si vous voulez revoir ou faire partager ce débat, il sera mis en ligne sur les sites de Télérama, de l'Obs et du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon week-end de littérature ici et merci encore d'avoir été présent. Merci. Merci Olivier.